L'utilisation volontaire de la violence pour infliger une forte souffrance à un individu. La torture est un supplice physique ou moral, en général pratiqué pour obtenir des aveux ou des informations secrètes. C'est du moins ce que le dictionnaire dit. C'est une atteinte grave aux droits de l'homme. À ceux qui s'adonnent donc à ces pratiques, sciemment ou pas, il est important de connaître les conséquences. On en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Vous l'avez compris, nous parlons de la torture. Alors, quels sont les types de torture et quelles conséquences pour les fautifs? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Russell Chomou. Il est avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Oriane. J'adresse également mes salutations à vos millions de téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. C'est un privilège d'apporter notre humble conviction, notre humble contribution aux sollicitations, aux questions qui taraudent l'esprit de vos millions de téléspectateurs. Merci encore. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. C'est taper quelqu'un, utiliser les moyens qui ne sont pas appropriés pour peut-être corriger quelqu'un ou bien éduquer, hein. C'est-à-dire qu'on brutalise quelqu'un et on le tabasse sauvagement comme un animal. En fait, la torture, quand on entend parler de torture, la torture c'est un traitement soit de punition, un mauvais traitement qu'on peut donner à quelqu'un pour peut-être un acte posé, ou bien pour aboutir à quelque chose. Par exemple, on voudrait peut-être qu'il avoue quelque chose, ou alors ça peut ne même pas être qu'il doit avouer quelque chose, mais c'est un traitement qu'on lui donne pour le punir. Pas parce qu'il a fait quelque chose, mais un mauvais traitement qu'on lui donne pour qu'il sente mal dans son corps et dans son âme. La torture, ça renvoie à la maltraitance. Oui, pour moi, la torture. Donc, ça dépend de comment tu vis avec la torture. Pour moi, comment tu vis avec dans la société avec tes parents. Ça dépend de comment tes parents t'éduquent. Quand j'entends parler de torture, moi, je pense que ça renvoie à la maltraitance, autant pour moi. Oui, maltraitance. Ça peut être physique, ça peut être psychologique. Ça dépend, mais la torture, c'est la maltraitance. Est-ce que c'est parfois une bonne chose? Ça dépend. Ça dépend. On peut maltraiter quelqu'un qui vole. On peut maltraiter quelqu'un qui n'agit pas bien pour le corriger. Donc, c'est pour cela que je dis que ça dépend. La torture renvoie à la violence. Est-ce que ça peut être une bonne chose parfois? Dans certains moyens, oui. La torture est bien, surtout la torture psychologique. C'est bien comment? Bon, la torture psychologique, c'est un peu comme avec les enfants. Je prends l'exemple des enfants parce que je suis répétitrice. Bon, les enfants, peut-être tu dis à l'enfant, si tu fais ça, je vais te donner ça. Si tu ne fais pas ça, je vais te donner ceci. Donc, comme une sorte de punition, maintenant, quand l'enfant ne fait pas ce que tu veux, tu tortures son esprit. Le genre que tu dis que tu aimes jouer, non, tu vas jouer jusqu'à... Ou peut-être que vous savez peut-être qu'il aime manger ceci, vous privez. Il n'y a plus ça. Ça, c'est la torture. Maintenant, la torture, maintenant, avec les sentiments amoureux, quand les gens sont amoureux, tu sais très bien que cette personne ne t'aime pas, mais tu t'accroches. Tu t'accroches. Parce qu'il y a l'attachement, tu ne veux pas la perdre. Maître, ils ont raison, ils ont tort. Sinon, quel commentaire après avoir écouté ces doigts-là au sujet de la torture, bien évidemment? Non, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas tort. Je ne dirais pas qu'ils ont raison. Mais je comprends que, vous savez, les notions de droit ne sont pas la chose la mieux partagée. Donc, et la notion de torture est une notion qu'il faut appréhender, surtout dans le domaine des juristes. C'est pas accessible à tout le monde, la définition de cette notion. D'accord. Puisque vous êtes là, dites-nous, lorsqu'on parle de torture, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, c'est très important parce que j'entends les gens parler de maltraitance, violence et autres psychologies. La torture est définie par notre code pénal et sur la base des instruments internationaux. La torture est un acte par lequel
des souffrances ou des douleurs aiguës, physiques, morales ou mentales, sont infligées à une personne. Ok. Par qui? Par un fonctionnaire. D'accord. Donc moi, je ne peux pas torturer quelqu'un. Ou par une personne investie agissant à titre officiel. D'accord. Sur son consentement ou avec son autorisation, dans le but, 1, d'obtenir de la personne torturée des aveux ou des renseignements, dans le but de punir la personne torturée pour un acte qu'elle a commis ou qu'elle aurait commis, et enfin, aussi dans le but, comment je vais dire, dans le but de faire pression sur elle, de l'intimider. Ok. Donc voilà la torture. En fait, c'est un fonctionnaire ou une personne investie agissant à titre officiel avec des complices ou des co-auteurs qui exercent des violences, donc des actes, des souffrances aiguës, physiques ou morales à l'égard d'une personne humaine dans le but d'obtenir son aveu, des renseignements, la punir ou de faire pression sur elle. Voilà la définition de la torture. La torture. Donc, rien à voir avec la maltraitance ou les violences, ou alors, dites-nous, hein, peut-être que là, on a compris qu'il y a la torture physique et la torture morale. Donc, Oui, ce sont les deux types de torture qu'on peut conclure. On peut conclure qu'il y a... La maltraitance peuvent être des actes qu'on pose dans le cadre des actes de torture. Ok. Parce que, bien évidemment, vous qui parlez des types de torture, nous avons la torture physique et la torture morale. Oui. Dans les actes de torture physique, nous avons par exemple les coups de pied, les coups de main, le viol, les actes de mutilation, qui sont des actes de maltraitance, ou l'ingestion des produits toxiques ou des drogues, l'utilisation par exemple. On vous immobilise dans une position inconfortable. Par exemple, vous met debout pendant 2 jours, on vous fait plier sous une chaise. Donc, voilà des actes de torture, de torture physique. Maintenant, sachant de la torture morale, en fait, ce sont des actes posés par le bourreau. En fait, le bourreau, c'est celui qui pose des actes de torture qui ont un impact psychique sur la victime. On vous met peut-être dans le noir, on vous isole dans le noir pendant des jours et subitement on allume la lumière. Vous voyez que vous avez des privations sensorielles. Il y a par exemple, on vous prive, on viole par exemple une atteinte morale, religieuse. Par exemple, quelqu'un qui est musulman, une dame musulmane qui est torturée, on demande de se mettre nue devant des hommes. Elle sait que sur le plan culturel, le plan religieux, pour elle, c'est haram, comme ils disent. Donc, il y a des actes psychologiques. On vous traumatise mentalement. D'accord. Alors, vous avez parlé de la maltraitance. Est-ce que j'essaye de comprendre, est-ce que les actes de torture, de barbarie, pardon, on peut mettre ça aussi dans la torture? Est-ce que les menaces de mort, on peut également mettre ça dans les actes de torture? Bien sûr. Ce qu'il faut retenir, les actes de barbarie, les menaces de mort, ce sont des actes qui ont contribué, qui ont concouru à la réalisation de l'acte de la torture, comme je viens de définir, par un fonctionnaire ou par une personne investie qui agit à titre officiel, avec ou sans complice ou co-auteur, ont pour but de punir, d'intimider ou d'obtenir des aveux d'une personne. Alors, on peut retenir que ces actes de barbarie ou ces actes de menace de mort ont concouru à ce but. Par exemple, prenons un cas, acte de barbarie. Vous avez quelqu'un qu'on menace dans le but d'obtenir de lui des aveux. On prend une barre de fer, on met dans son anus par exemple. C'est un acte de barbarie qui se caractérise dans ce cas que je viens de citer, un acte de torture. Donc voilà, donc on peut assimiler à cela. Si ces actes tendent à ce but et ont été posés par ces acteurs. D'accord. La précision, pas un fonctionnaire. Pas un fonctionnaire Monsieur Lambda ou toute personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement. Maître, ça, il faut qu'on parle en français facile. Oui. C'est-à-dire, un fonctionnaire donne, j'ai envie de dire, le pouvoir à quelqu'un. En fait, l'élément matériel important dans l'infraction, dans le crime, dans l'infraction de torture, est la présence d'un fonctionnaire ou d'une personne agissant à titre officiel. C'est l'élément important. Un père ne torture pas son enfant.
Ce qu'il faut retenir à vos téléspectateurs, c'est que l'article 131 du Code pénal définit ce qu'est le fonctionnaire. C'est cette définition qui est retenue par le juge pénal au cas où vous êtes poursuivi. Okay. Il faut savoir que la définition de l'article 131 du Code pénal est très vaste. Ce qu'il faut retenir également à tous les fonctionnaires, c'est que un fonctionnaire, par exemple, les huissiers, les notaires, les fonctionnaires de l'administration publique, les employés des établissements publics, des entreprises publiques ou des employés ou des personnes agissant sous la base, dans le cadre des services publics ou de la puissance publique. Donc la définition est un peu large. Ce qui amène donc à ces personnes concernées d'agir toujours en connaissance qu'ils sont fonctionnaires. Ça veut dire que s'ils posent des actes ou des éléments constitutifs de la torture, qui se souviennent que même sur leur lit, même au bar, même à la maison, ils gardent leur qualité de fonctionnaire. Donc, toute chose qui peut concourir à la qualification de cette infraction et les peines aussi lourdes à leur égard. D'accord. Alors, je veux comprendre, est-ce qu'à un moment donné, la torture, elle s'arrête finalement ? Qu'elle soit physique ou morale, il y a des traumas. Je veux dire, on a torturé quelqu'un avec la chaise, je ne sais pas, il a reçu des coups de poing. Est-ce que, même étant guéri physiquement, est-ce que la tête va oublier cela ? Est-ce que ça s'arrête finalement ? Bon, les recherches, ou du moins les enquêtes ont toujours établi qu'il y a toujours des séquelles. C'est pourquoi le mot existe. Il y a des séquelles sur le plan parfois physique. Imaginez quelqu'un qui, dans le cas de la torture, a perdu des doigts, on ne va pas remettre ses doigts. Ou a été mutilé des organes, on ne va pas remettre un organe. Ou quelqu'un qui a subi un traumatisme, dans le cas de la torture, peut vous dire il y a des effets. Par exemple, l'insomnie, n'arrive plus à trouver le sommeil la nuit, ou du moins, quelquefois, on développe même des phobies. Vous avez des gens qui deviennent taciturnes, vous avez des gens qui deviennent agoraphobes, donc qui développent certaines phobies du fait des actes de torture dont elles ont été victimes. Est-ce que tout ceci est donc encadré juridiquement ? Je veux dire, est-ce que lorsqu'on va rendre le jugement, est-ce qu'on pense à tout cela ? Qu'il y a un trauma qui restera ? Est-ce qu'on pense à tout cela dans la sentence ? C'est vrai que dans notre société, on n'a pas cette culture. Mais ailleurs, vous allez souvent voir, même quand la personne est victime, avant même le procès, il y a ce qu'on appelle la mise en place des cellules de crise psychologique, par exemple. Non seulement pour la victime, mais également pour les membres de sa famille ou des proches qui ont pu être affectés par ces actes. Mais généralement, chez nous, l'accent est beaucoup plus mis sur la sanction de l'auteur des actes de torture et la réparation, parfois pécuniaire, du dommage subi par la victime. Alors, dites-nous, quel risque pour un pays ou pour un État dans lequel les faits de torture sont avérés en toute impunité ? Je le dis parce qu'il y a des organisations comme de la société civile qui ne cessent d'interpeller le gouvernement camerounais dans ce sens-là depuis un moment. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous-mêmes journalistes, nous ne sommes pas en reste. Nous subissons très souvent vous êtes arrêté comme ça, on vient vous chercher même dans vos bureaux, vous êtes dehors, on vous interpelle parce qu'un jour sur un plateau vous avez dit X, quelque chose. On vous enferme avant de vous poser, parce que je prends même le cas psychologique d'être en cellule, quelqu'un peut créer aussi une phobie. Qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Alors, vous posez la question de savoir du risque encouru par un État. Alors, dans un État qui se veut de droit, ne peut pas laisser les actes de torture être perpétrés sur son sol impunément. Ça a des conséquences tant sur le plan politique, économique et même juridique. Politique, parce que vos États amis, il y aura des interpellations, vous serez quand même interpellés. Les relations avec certains États qui sont soucieux de la sauvegarde, de la protection des droits de l'homme, seront surtout qu'on a ratifié de nombreuses... Les rapports seront rompus. Et également sur le plan juridique, il y a des commissions. Les Nations Unies, l'Union africaine peuvent vous interpeller. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est quoi ? C'est que la torture est un acte grave. Et que certains droits de l'homme qualifient même la torture des crimes contre l'humanité. Et notre pays, par exemple le Cameroun, a ratifié des conventions internationales qui interdisent
la torture. Vous avez par exemple la Convention des Nations Unies contre la torture, toute autre peine, les traitements dégradants, cruels et inhumains, par exemple ratifiés par le Cameroun. Vous avez le Pacte international des droits civils et politiques. Vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui interdisent la torture et qui invitent les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour punir et réprimer et poursuivre les auteurs d'actes de torture. Donc, si un État reste silencieux face à des actes, des dénonciations d'actes de torture, cet État va se trouver sous les feux de la critique des ONG, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales qui sont chargées de la défense des droits humains. Vous avez par exemple Human Rights Watch, vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme, vous avez Amnesty International, et grâce à leurs rapports, permettent aux investisseurs internationaux d'avoir des indicateurs du niveau de respect des droits de l'homme dans ce pays. Parce que certains investisseurs ne vont pas dans certains pays lorsqu'ils se rendent compte que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Parce que cela va généralement de pair. Vous allez, je regardais très récemment une conférence internationale sur le pétrole, et des journalistes de certains pays occidentaux sont allés voir qu'avait été invité l'Afghanistan aux côtés de certains pays occidentaux. Et ces journalistes étaient étonnés de voir que mais vous asseyez à côté des gens, des gouvernants d'un pays où les droits de la femme, par exemple, ne sont pas respectés, dans autant de choses. Donc voilà l'impact qu'on peut avoir. Alors, je voudrais savoir, est-ce que, maître, on peut dire qu'il y a la torture légitime? Est-ce qu'on peut parler de torture légitime? Je prends un exemple. Il y a une personne qui envisage poser un engin explosif, par exemple, quelque part, et qui pourrait blesser et même tuer de nombreuses personnes. On sait que c'est telle personne, elle refuse de parler. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une torture légale, normale, peut-être c'est mieux de dire normale, pour avoir des informations, pour désamorcer cette bombe-là? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la torture est un acte grave qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne. Oui. Je vous ai rappelé que les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la torture, adoptée en décembre 1984, interdit la torture. Et cette convention internationale va plus loin. Elle dit rien ne justifie la torture, rien ne peut justifier la torture, même pas des circonstances exceptionnelles, même pas la guerre. On vous dit que même en période de guerre, la torture est interdite. Donc je ne veux même pas prendre le cas d'un terroriste qui pose une bombe pour obtenir de lui des aveux. Je ne dis pas que cela ne se fait pas, mais je dis que les conventions internationales, les textes ratifiés, le code pénal, même camerounais, à l'article 277-3, dit que rien ne justifie la torture. Même pas l'ordre d'un supérieur hiérarchique. Il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire que non, c'est le commandant, c'est le général, c'est le colonel, c'est mon patron qui a demandé que je pose cet acte. Une fois qu'on se rend compte que c'est un acte de torture, on ne pose pas cet acte. C'est un acte grave, très grave, qui est attentatoire à l'intégrité physique et morale de la personne humaine. Donc il faut proscrire, interdire, combattre de tels actes par tous les moyens, mais bien évidemment par les moyens de droit. Ce n'est pas parce qu'on est un bourreau, un tortionnaire, que dans le cadre de la justice ou dans le cadre de sa punition, qu'on se comporte également comme un tortionnaire ou comme un bourreau. D'accord. Donc il faut trouver d'autres moyens pour obtenir l'information, mais pas... Et les moyens sont légaux et judiciaires, bien évidemment. Des moyens légaux et judiciaires, bien je précise. Alors maître, dites-nous, vous qui êtes bien aguerri, quels sont les instruments ou des organismes que les Camerounais peuvent toucher lorsqu'ils sentent qu'ils ont été torturés? Alors, les Camerounais ont déjà sur le plan textuel, le Cameroun dispose de sa constitution dont le préambule rappelle les conventions que je viens de citer. La Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention des Nations Unies contre la torture, bien évidemment également le Pacte international pour les droits civils et politiques qui proscrivent les actes de torture. Et bien évidemment le Code pénal camerounais.
en son article 277-3 qui punit sévèrement les actes de torture. Maintenant, sur le plan institutionnel, quels sont les organes qui répriment, qui punissent? Lorsqu'on est victime d'actes de torture, il faut saisir la justice. C'est le procureur, la gendarmerie, le commissariat. Le commissariat, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui, dans leur tête, quand on parle de torture, c'est le commissariat, c'est la gendarmerie. C'est pourquoi je cite procureur, gendarmerie, commissariat, même les autorités administratives. D'accord. Là-bas, vous faites les dénonciations. Okay. Vous avez, par exemple, également au Cameroun, vous avez la possibilité de saisir la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui sont des institutions qui permettent, on peut faire la dénonciation là-bas, et elles saisissent les institutions judiciaires. Et même, je propose également, moi je suis avocat, vous pouvez saisir n'importe quel avocat qui va porter la voix. Et même au sein de notre ordre, au barreau du Cameroun, nous avons une commission des droits de l'homme. Vous pouvez également faire une dénonciation auprès de cette commission. Vous verrez que votre action pourra être portée par le conseil de l'ordre, par le bâtonnier bien évidemment, où les membres de cette commission et des avocats pourront être désignés pour vous accompagner. Également, à côté de cela, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a créé une commission africaine des droits de l'homme. Vous pouvez, parce que l'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme permet aux particuliers, voire aux ONG, de saisir la commission parce qu'on appelle une communication pour dénoncer, en fait, on appelle là-bas des communications individuelles, pour dénoncer ou pour porter plainte contre une autorité publique pour des actes de torture. Mais seulement, il y a des conditions spécifiques. Donc là également, il vous faut un professionnel pour vous accompagner, parce que l'article 55 et 56 et suivant de la Charte africaine des droits de l'homme fixe des conditions préalables et péremptoires pour voir votre communication individuelle saisie la Commission des droits de l'homme et la procédure ouverte. D'accord. Et il faut être sûr que on doit être sûr que c'est un acte de torture, pas une violence conjugale par exemple. C'est pourquoi avant de faire une communication individuelle écrite à la Commission des droits de l'homme, il faut saisir un professionnel, bien évidemment un avocat, droit de l'homme, spécialiste des questions des droits de l'homme, ou une ONG, ou comme je disais la Commission nationale des droits de l'homme, qui pourra, si les voies de recours en interne sont, donc sur le plan national, sont épuisées et que vous n'avez pas gain de cause, vous pourrez bien évidemment vous déporter vers la Commission nationale des droits de l'homme. Ou il y a également une autre possibilité, si vous avez initié des recours dans votre pays, que vous vous rendez compte que ces recours traînent, on vous perd du temps, on pose des actes dilatoires, vous pouvez également saisir la Commission nationale des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme, par le biais d'une communication individuelle. D'accord. Maître, intéressons-nous à présent aux conséquences. Que dit la loi lorsque vous êtes reconnu coupable d'actes de torture? Alors, la loi est totalement sévère. La torture, comme je disais, est un acte grave. Et le code pénal camerounais, qui s'est approprié de la définition des instruments internationaux que je venais de citer, punit sévèrement la torture à l'article 277-3. Alors, vous avez 4 panels de sanctions. Si est puni de la prison à vie, la prison à vie, si les actes de torture ont concouru, même de manière involontaire, à la mort de la victime. La victime meurt, que ce soit volontairement ou involontairement, des suites des actes de torture, le bourreau et ses complices, c'est la prison à vie. Si la victime a subi peut-être la perte permanente ou partielle de ses organes ou des membres, alors la peine est de 10 à 20 ans. La peine de prison est de 10 à 20 ans. Vous avez également le cas où, si la victime, du fait des actes de torture, a subi une maladie ou une incapacité de travail supérieure à 30 jours, la peine de prison est de 5 à 10 ans. Si la victime, du fait des actes de torture, a subi une maladie avec une incapacité de travail inférieure à 30 jours ou des douleurs, des souffrances aiguës, morales et mentales, la peine est de 2 à 5 ans. Donc vous avez prison à vie, 10 à 20 ans, 5 à 10 ans, 2 à 5 ans.
vous voyez que les peines sont lourdes. D'accord. Là, je veux comprendre. Là, il s'agit de celui qui a posé l'acte ou de toute la chaîne. Je veux dire, il y a le bourreau, il y a celui qui agit directement et il y a très souvent celui qui donne les ordres. Est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne? Alors, vous posez une très bonne question de droit. Et ça me rappelle les développements de mon professeur Spener Yawaga à l'époque, quand on faisait droit pénal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur, d'abord, est puni. Le bourreau principal est puni. Également, les complices ou les co-auteurs, selon le cas, sont également punis. Il y a un principe de droit qui veut que le complice et l'auteur sont cousus dans le même sac. L'article 98 du Code pénal au Cameroun vous dit par exemple qu'ils sont punis de la même peine. Maintenant, il y a des exceptions. La loi peut prévoir des cas particuliers. Vous verrez par exemple que la peine pour un fonctionnaire est généralement doublée. Si le complice est un mineur, on ne punit pas un mineur comme un majeur. Ainsi de suite, il y a des circonstances personnelles et réelles qui peuvent faire bénéficier ou non, aggraver ou réduire la peine de l'un ou l'autre. Mais généralement, le principe, c'est que l'auteur et le complice subissent la même peine. D'accord. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Vraiment, merci pour tous ces enseignements. Tout le monde, je pense que là, tout le monde a compris ce que c'est que la torture, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire surtout. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.